Bonsoir, c'est à vous, c'est toute l'actualité. En direct jusqu'à 20h55 avec l'équipe du mercredi. Ils sont 6 ce soir. Salut à tous les 6. Bonsoir Babette. Émilie, votre choix de l'actu ce soir. Manifester oui, bloquer le pays non. Voilà le message du gouvernement à la veille de ce qu'on appelle déjà le jeudi noir. Première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Une réforme qui sera adoptée et qui rentrera en vigueur. Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale et députée des Yvelines, n'en doute pas. Elle nous dira pourquoi. Elle est ce soir notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Mohamed, votre story. En 2006, Alexander Litvinenko, un ancien lieutenant-colonel de l'armée russe, était assassiné par le FSB. 15 ans après, sa veuve s'exprime à l'occasion de la sortie d'une série. Je l'ai rencontrée. Patrick, votre édito. La natalité baisse encore en France, ce qui n'est pas très bon pour le financement de nos retraites. Voilà, la boucle est bouclée. On en parle avec Hervé Lebras, démographe et historien qui sera dans un instant sur notre plateau. Mathieu, dans le 5 sur 5. Moi, je vais vous parler de l'appel du 18 juin 40, le général de Gaulle, discours fondateur, s'il en est, de notre République. Pourtant, vous ne l'avez jamais entendu. Il n'a pas été enregistré, pas filmé. Eh bien, figurez-vous que Le Monde et l'IRCAM ont mis au point une technologie d'intelligence artificielle qui synthétise sa voix. Vous allez entendre l'appel du 18 juin ce soir, avec 82 ans de retard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Pierre Vautreul ce soir. On est d'accord, Babette, que pour l'œil, l'idéal, c'est n'importe quel prétexte est bon pour proposer des documents rares. Donc, tout à l'heure, je vous présente un livre sur l'histoire de la musique au cinéma et on va se régaler. Ah, ce sera rare. C'est musical. Mais... Merci de finir mes phrases. Le mercredi, c'est aussi une journée musicale avec la chronique, la chanson enchantée de Sandrine Saroche. Votre thème du jour, Sandrine. Moi, c'est les avantages des manifestations demain et notamment l'aspect gustatif culinaire. Voilà. Ah oui? Oui. Parce que les manifestations ont un goût. Qui dit manif dit merguez. Alors voilà, on voit ça tout à l'heure. Nos invités du dîner, Pierre Lemaître, le prix Goncourt 2013, qui continue à feuilletonner l'histoire du XXe siècle en poursuivant notamment la saga de la famille Pelletier. On est en 1952, au moment où démarre le silence et la colère. Il nous en parle dans un instant, puis on reçoit Eddie Mitchell qui est à l'affiche d'un petit miracle. C'est un film qui nous raconte l'histoire d'une école maternelle qui s'installe dans un EHPAD. Et c'est un très joli film, une très jolie comédie. Voilà pour nos invités du dîner préparé ce soir, comme depuis le début de la semaine, par Camille Saint-Meleu, qui est, comme depuis le début de la semaine, aux côtés de Bertrand Chameroy. Tout va bien, les garçons? Tout va bien. Bonsoir Babette, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. À la veille du jeudi noir, ce soir, pot-au-feu. Ça n'a aucun rapport, mais c'est aussi ça parfois, les points cuisine avec moi. Associer des choses dont moi-même, cette phrase n'a pas de fin. Camille, un pot-au-feu. Du coup, un pot-au-feu. Avec une surprise. Avec une surprise. Bon, je vous la ferai découvrir tout à l'heure. Oh ben non. C'est une surprise. Mais c'est une surprise, Babette. Oui. Je vous laisse la révéler à 20h. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme surprise dans un pot-au-feu? Il y a un morceau dans le pot-au-feu. Voilà. Un morceau de Patrick Cohen dans le pot-au-feu. Bonne émission. Non, je suis en entier là. Merci beaucoup à tous les deux. À tout à l'heure. J-1 donc, avant cette journée nationale de mobilisation contre les retraites, un test pour ceux qui s'opposent à cette réforme, mais aussi pour l'exécutif qui regardera de très près l'importance des cortèges, même si pendant cette journée de mobilisation, Emmanuel Macron et 11 de ses ministres ne seront pas en France, non, ils seront en Espagne. Demain, ce sera une journée noire. Jeudi noir en perspective. Les syndicats sont prêts au combat, prêts pour un jeudi noir. Hôtel de ville, crèche, cantine scolaire, salle de sport ou encore bâtiments culturels. Voilà une partie des services municipaux qui seront fermés demain. Mobilisation aussi au cœur des usines. Donc 100% de grévistes quasiment. Il faut s'attendre à une grosse pagaille sur les rails. Journée noire en prévision. Un TGV sur 3 dans le nord et le sud-est. 1 sur 4 dans l'est. Et même 1 sur 5 dans l'ouest. Un mot d'ordre, évitez de vous déplacer. On va être emmerdé, hein. Ils nous emmerdent. Vous croyez que c'est normal? Je comprends le droit de grève, mais en fait, vraiment, vous nous cassez les pieds. Je vais me mettre en télétravail, comme beaucoup de gens, je pense. Je marche. Il n'y aura pas de train. Il n'y en aura pas avant genre 14h. Donc y aller pour 1 heure de course, ça sert à rien. Du coup, on va pas y aller, quoi. Aurore Berger, dimanche, vous avez assuré sur RTL que la réforme des retraites sera adoptée et entrera en vigueur. Donc, est-ce que vous dites aux manifestants et aux grévistes qui vont se mobiliser demain, défilez tant que vous voulez, ça ne changera rien pour nous? Non, l'idée, c'est pas d'avoir ce genre de propos parce que ce serait du mépris. Et donc, l'idée n'est pas de mépriser ceux, encore une fois, qui vont manifester. Vous parlez au futur, vous ne parlez pas au conditionnel. Oui, parce que je crois qu'il faut dire la vérité. La vérité, c'est qu'on a besoin de mener cette réforme et donc on l'amènera. Quelle que soit l'importance de la mobilisation, quelle que soit sa durée?
Oui. Je crois que c'est important à un moment de savoir ce sur quoi on a été élu, ce pourquoi on a été élu et de s'y tenir. On ne peut pas en même temps déplorer le fait que finalement il y a de moins en moins de Français qui s'intéressent à la vie politique, qui se disent qu'ils ont intérêt à y participer, et puis quand on est aux responsabilités, pas les prendre. Ce qui nous est reproché, c'est ça, c'est finalement vous vous défaussez, vous ne faites pas alors que vous en avez l'occasion. Ben, on va faire. On va faire et on va continuer évidemment à le faire dans la concertation, dans le dialogue, dans le lien avec les partenaires sociaux, dans le débat parlementaire, parce que moi j'espère qu'on n'aura pas une ZAD à l'Assemblée, mais qu'on aura un vrai notamment débat les députés parlementaire. de la France insoumise. Peu de transport demain, des écoles fermées, c'est pas un arrêt complet, mais un pays au ralenti. Demain, tout en respectant le droit de grève, vous rappelez qu'il ne faut pas le confondre avec le droit de blocage. C'est quoi la nuance? À partir de quand vous considérez que c'est un blocage? On s'attend en tout cas à ce qu'il y ait une forte mobilisation demain. C'est attendu, c'est sans doute peut-être même légitime, j'allais dire, sur un sujet qui de facto va demander des efforts à des millions de Français. En revanche, on peut arriver à des points où, en effet, on a un risque que des millions de Français soient empêchés de pouvoir aller travailler, empêchés de rejoindre leurs proches, empêchés de mettre leurs enfants à l'école. Et donc, il ne faut pas, à un moment, qu'une manifestation, une mobilisation, si surtout elle se poursuivait de manière un peu perlée, comme c'est parfois l'habitude désormais, devienne un blocage du pays. Ce qui est souvent, en vérité, ce qu'on nous dit aujourd'hui. Quand vous allez à la rencontre des Français, ils nous parlent objectivement très peu, en vérité, aujourd'hui de la réforme des retraites. Ils nous parlent d'autres préoccupations, ils nous parlent de l'accès aux soins, ils nous parlent du pouvoir d'achat, ils nous parlent de l'énergie, ils nous parlent plutôt des conséquences qu'aurait la mobilisation, et notamment les blocages aux retraites. Comment est-ce qu'on fait grève sans mettre à l'arrêt certains services? Comment concilier le droit de grève et le droit à la libre circulation? Tous les deux sont constitutionnels. C'est aussi ce qu'on Ça veut dire qu'il faut un service minimum? Alors, ça a été voté il y a plusieurs années déjà, c'était sous Nicolas Sarkozy. Il faut l'étendre. C'est une vraie question qu'il va falloir un moment qu'on se pose, de se dire est-ce que le service minimum ça fonctionne ou pas? Je pense notamment à nos écoles, où de facto, quand vous n'avez plus la capacité parce que vous n'avez plus du tout le personnel, vous ne pouvez pas, quand vous êtes une collectivité locale, quand vous êtes une mairie, accueillir les enfants. Ce qui pose un certain nombre de difficultés, souvent à nos concitoyens qui sont les plus fragiles, parce qu'ils n'ont pas forcément de solution de repli. À quel moment on peut étendre le service minimum? À partir du moment où le mouvement est reconduit, comme le souhaite d'ailleurs Philippe Martinez de la CGT, partout où c'est possible? On verra déjà comment ça se passe demain, comment les gens se comportent aussi. J'espère surtout qu'on aura des mouvements qui sont calmes. Je crois que c'est important que ces mouvements soient organisés justement par les partenaires sociaux et les organisations syndicales, parce qu'ils savent en vérité organiser ce type de mobilisation et pas que ça déborde, parce que c'est quand ça n'est pas tenu en vérité par les organisations syndicales qu'on a ce risque de violence. Et je crois que ça, ce serait un message extrêmement désastreux qui serait envoyé. Et je pense notamment, pour le coup, par contre, à certaines organisations syndicales qui ont elles-mêmes commencé à jouer à l'intimidation ou à la menace à l'encontre des élus, notamment. Alors, je pense que c'est totalement minoritaire et tant mieux, mais CGT, Mines et Énergie a commencé à le faire. Et là-dessus, je pense qu'il faut qu'on ait un message très clair. Notamment la branche énergie de la CGT qui menace de couper le courant aux députés qui voteront la réforme. Mais ce matin, le leader de la CGT avait d'autres idées pour ses troupes. Je leur ai suggéré, en tout cas je leur suggère, d'aller voir les belles propriétés et les beaux châteaux des milliardaires. Vous avez vu qu'Oxfam révèle que les milliardaires sont encore plus milliardaires. Ça vous dit qu'il faut couper là-bas? Ça serait bien qu'on leur coupe l'électricité pour qu'ils puissent se mettre dans la peau quelques jours des millions de foyers français qui sont en précarité énergétique et qui, eux, même quand ils allument le bouton, il y a rien qui sort parce qu'ils peuvent pas payer leurs factures. Et en ce moment, il y en a beaucoup. Couper l'énergie à des élus ou couper l'énergie et l'électricité à des milliardaires? Comment vous réagissez? Je ni l'un ni l'autre. En fait, je crois qu'en démocratie, on ne réagit pas sous le coup de la menace ou de l'intimidation. Et ce qui est très gênant quand ça touche les parlementaires, c'est que l'intimidation, son objectif, c'est quoi? C'est qu'à la fin, les parlementaires ne soient plus libres de voter la loi en conscience. Encore une fois, tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est transparent. On sait ce pourquoi on vote, ce contre quoi on vote. Tous les débats sont publics. Il n'y a rien de caché à l'Assemblée nationale. Par contre, dire venez les intimider, allez les menacer, l'objectif c'est qu'encore une fois les députés soient pas sereins, quel que soit d'ailleurs leur groupe politique, au moment où ils votent. Mais vous comprenez que le débat sur la réforme des retraites, ça relance le débat sur les inégalités. Bien sûr. Quand on oppose des très riches avec des salariés souvent modestes qui vont devoir travailler plus.
Mais la réforme, l'objectif, c'est quoi? C'est qu'encore une fois, on protège justement ceux qui sont les plus vulnérables. Si on est très honnête autour de cette table, en vérité, on peut potentiellement, nous, demain, se passer de cette réforme des retraites. On peut mettre chaque mois, je pense, de côté pour faire en sorte d'avoir une assurance qui puisse exister et qui puisse se substituer à la solidarité nationale. Ceux qui ont le plus besoin de la réforme des retraites, c'est justement ceux qui, eux, n'ont pas les moyens de mettre de côté. C'est ceux qui sont dans les revenus qui sont les plus bas et pour lesquels la solidarité nationale et intergénérationnelle, elle a évidemment tout son sens. Donc encore une fois, on peut après contester politiquement en disant il y a peut-être d'autres options qui existent. Nous, notre option, c'est le travail. C'est ça qu'on dit. Et je pense que c'est l'option qui est objectivement la plus stable, la plus raisonnable et la plus efficace pour financer le système. La gauche aussi se mobilise hier soir à Paris à un nouveau meeting de la NUPES pour motiver les troupes pour demain. Louis Amar et Agnès Recouli, nos reporters, y étaient. Cette réforme sort directement de cerveaux comptables qui ne savent pas de quoi ils parlent. Vous les avez entendus parler d'exosquelettes d'un côté, de l'autre de genouilleurs pour les carleurs qui expliqueraient que les travaux ne seront plus pénibles. La Macronie est en apesanteur sociale. Il va falloir les faire revenir sur terre. Parce qu'ils n'ont jamais compris que nous étions là pour faire reculer celles et ceux qui pensent que le capital doit toujours s'imposer face au travail. Si vous deviez définir cette réforme en un mot. Elle est injuste. Mortelle pour les salariés. Criminelle. Injuste. Brutale. Injuste. Le meilleur moyen de construire un rapport de force, c'est dès jeudi en fait, de bloquer le pays. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une marée humaine. Alors si à la question est-ce que ça va bien rouler, ben non, ça va pas bien rouler. Je voudrais qu'à la manif de jeudi, il y en ait qui viennent avec une canne à pêche. Il y en a qui viennent parce que leur bonheur à la retraite, c'est de faire la pêche. C'est un droit à la joie, la retraite, et on doit le défendre comme tel aussi. On ne peut pas avoir une poignée de personnes qui génèrent une pagaille pour des millions de Français. Eh bien, pour une fois, je suis d'accord avec Madame Berger. Et donc, on ne peut pas avoir une poignée de millionnaires au gouvernement qui décident tout seuls de pourrir la vie des gens. C'est ce jeudi-là, 19 janvier prochain, que les murs de l'Élysée doivent trembler. C'est jeudi prochain qu'Elisabeth Borne doit ravaler sa réforme des retraites. Les mots sont de plus en plus forts. On a entendu une réforme injuste, beaucoup criminelle, selon une participante du meeting. Au Conseil des ministres, aujourd'hui, Emmanuel Macron a dénoncé les mensonges et les contre-vérités de la gauche sur la réforme. Donc si on suit son raisonnement, ceux qui s'opposent à cette réforme sont des menteurs, sachant que 72% des Français pensent que c'est une réforme injuste, selon un dernier sondage. Je pense qu'il y a deux choses différentes. Il y a un débat politique qu'on doit avoir sur quelles réformes on doit pouvoir conduire. Et puis ce qui est de plus en plus difficile en vérité en politique, c'est que maintenant on en vient à s'opposer sur les faits, sur les constats, sur ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Et ça, c'est un problème quand, en effet, on n'est même plus en capacité dans notre pays de se mettre d'accord sur un constat préalable. Le constat, il est lequel? Je crois qu'on va en parler après avec Hervé Lebras. On a un constat d'abord démographique. Qui peut le remettre aujourd'hui en question sur le fait qu'on a de moins en moins de cotisants par rapport au nombre de retraités? On a un constat qui est un constat d'un déficit dès cette année de notre système de retraite et qui va évidemment s'aggraver, sachant qu'en plus, le corps qui a fait ces hypothèses, part d'hypothèses assez favorables sur le taux de chômage, sur la productivité. Donc déjà, essayons enfin d'avoir un débat où on est d'accord sur le constat. Et puis après, il y a des inquiétudes qui sont légitimes parce qu'encore une fois, il faut être lucide, cette réforme demande en effet des efforts à des millions de Français puisqu'on leur dit on a besoin en effet que vous puissiez travailler plus. On ne demande pas des efforts aux plus riches? On a entendu à ce meeting de la gauche unie, la nouvelle secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts déclarer on veut une France sans milliardaires. Pourquoi ne pas mettre à contribution les plus riches? Mais moi, je veux bien qu'on lance en permanence des slogans qui sont évidemment à la fois extrêmement populaires et extrêmement populistes. Parce que, évidemment, quand vous allez dans un meeting et vous dites « taxer les riches », ça marche toujours. Sauf qu'en fait, ça ne fonctionne pas ensuite sur comment vous le mettez en œuvre. C'est ça qui se passe. Est-ce que les mesures, elles sont efficaces ou est-ce qu'on est là pour se faire plaisir quand on est des responsables politiques? Évidemment que dans un meeting contre la réforme des retraites, si vous dites taxer les super riches, taxer les milliardaires, étonnamment, on se fait applaudir. Par contre, ça ne fonctionne pas. Et c'est ça, à un moment, la difficulté qu'on a en plus sur le rapport d'Oxfam. Il y a des choses qui sont fausses, puisqu'ils prennent en compte pour calculer... Le rapport d'Oxfam qui dit que 2% de la fortune des milliardaires français suffirait à financer le système par répartition. C'est ça aussi qui peut-être nourrit. Mais sauf que dans le calcul qu'ils font, encore une fois, ils prennent en compte toutes les participations que les uns et les autres dans les entreprises. Donc à un moment, c'est pas ce qu'il y a sur le compte en banque. Est-ce qu'on est un pays où on redistribue? La réponse est oui. On est le pays le plus redistributif au monde.
au monde. Donc ça veut dire le pays qui corrige le plus les inégalités par le fait que ceux qui le peuvent le plus contribuent le plus pour ceux qui le peuvent le moins. C'est ça le système de solidarité qui est le nôtre. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que finalement la gauche, aujourd'hui, n'arrive plus à défendre un modèle qui est celui de nos retraites, qui est un vrai système de solidarité et de solidarité intergénérationnelle. Quand on dit, par exemple, on va augmenter ce qu'on souhaite faire, la retraite minimale, 85% du SMIC, pour ceux qui ont travaillé tout au long de leur vie. Mais ça veut dire que nous, plus jeunes, qui allons travailler pour nos parents ou nos grands-parents, eh bien, ce trimestre supplémentaire, ces 2 ou 3 trimestres supplémentaires, ils vont permettre aussi que nos grands-mères qui aujourd'hui gagnent 1 000 € à la retraite, alors qu'elles ont travaillé tout au long de leur vie, eh bien, elles puissent gagner 1 170 €. Eh bien, je crois que ça, c'est un débat sain qu'on doit avoir. Est-ce qu'on est prêt, nous, encore au travail, à travailler plus pour faire en sorte que nos parents et nos grands-parents aient des retraites plus dignes? Je crois que c'est cette question-là qui est posée. La majorité est mobilisée, mais certains députés, quelques députés du groupe Renaissance ont du mal à suivre, notamment le député Renaissance de l'Hérault, Patrick Vignal. Si ça n'évolue pas, je ne voterai pas cette loi. Par contre, si je vote contre, je quitterai le groupe. Moi, j'ai toujours dit, vous savez, on n'est pas une majorité de godillots. Je pense qu'on peut améliorer ce texte. On va avoir quoi? 170 000 amendements. On pourrait pas s'asseoir à une table. On pourrait pas, avec les syndicats, intelligemment dire quels seront les métiers en pénibilité. La société se transforme. Vous voulez, votre génération, une quête de sens. Vous voulez aller au travail avec pas la boule au ventre. Eh bien, nous, on devrait être avant-gardistes. Et je fais confiance à Emmanuel Macron. Et Barbara Pompili, l'ancienne ministre, est sur cette même ligne. Moi, je suis persuadée, en tant que présidente de groupe, qu'il n'y a pas une voix du groupe Renaissance qui manquera pour voter la réforme des retraites. Parce qu'on s'est tous engagés de manière très claire devant les Français sur le report de l'âge légal et la nécessité de la réforme. Et je pense qu'on fait notre rôle de parlementaire quand on l'améliore sur la pénibilité, sur les carrières longues, sur la retraite minimale à 85% du SMIC, sur la question de l'emploi des seniors. Ça, c'est notre travail de parlementaire. C'est pas la question du vote qui est posée, c'est la question de ce qui va se passer, ce qui peut être négocié ou modifié sur le projet de loi entre le moment où il sera présenté, c'est-à-dire lundi prochain, et le moment où il sera effectivement voté. C'est là-dessus qu'il y a de l'attention, de la pression, y compris de la part du MoDem qui réclame un âge de décote à 65 ans au lieu de 67. Vignal, on l'a entendu, sur les carrières longues, sur les durées de cotisation jusqu'à 44 ans quand on a commencé jeune. Il y a des marges? Mais les marges, elles ont commencé en vérité. Ce que je vous dis sur la retraite minimale, au tout début, c'était quoi la réforme? C'était de dire que ça concernera uniquement les futurs retraités. Mais parce qu'à un moment, on a travaillé et parce que notre groupe, il est respecté et écouté, eh bien, c'est pour tous les retraités, y compris ceux qui y sont déjà. Et on a d'autres évolutions. L'index senior, dont la CFDT parlait beaucoup, qui était une revendication forte de la CFDT, on l'a mis dans le débat. Et c'est pour ça qu'à un moment, ça va être intégré. Après, le problème, c'est qu'on ne sait pas quelle va être la teneur du débat à l'Assemblée nationale. Si vous avez vraiment des dizaines de milliers d'amendements, ça veut dire qu'en vérité, vous n'avez pas la possibilité d'avoir un débat, même pas la garantie que nos propres propositions puissent être discutées et débattues. Donc moi, je pense qu'il faut que, dès le début, dès la présentation lundi par la Première ministre, on ait quasiment l'intégralité du projet de loi qui soit présenté aux Français, avec en effet des avancées que nous-mêmes on porte. On vous a entendu à l'instant défendre le système par répartition, la solidarité entre générations. Pas la cruauté de ressortir des archives qui sont pas si vieilles d'ailleurs, mais il y a seulement 2 ans encore, vous défendiez exactement le contraire. Le système universel à points, c'était un système qui... C'était pas un système par capitalisation. C'était pas un système par capitalisation. Vous voyez bien qu'on changeait pas non plus la nature du système en termes de solidarité. C'était pas du tout un système par répartition. Chacun cotisait pour Chacun soi-même. cotisait pour soi-même. Et vous êtes à l'aise, comme le reste du groupe, avec l'idée qu'on met à bas ce qui a été l'un des marqueur du premier quinquennat d'Emmanuel Macron? Moi, je crois qu'il ne faut pas le mettre à bas. Je pense qu'il faut assumer l'idée qu'on avait en effet une réforme qui était sans doute encore plus ambitieuse que celle qu'on porte aujourd'hui, mais qui était aussi très difficile à expliquer. Parce qu'à la fin, vous vous souvenez bien des débats qu'on a eus, finalement, les gens avaient du mal à se projeter, à comprendre exactement comment ils allaient être touchés ou non par la réforme, qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir gagner au moment de leur retraite, quand est-ce qu'ils pouvaient la prendre, etc. Moi, je crois que face à la nécessité et à l'urgence d'agir, parce qu'encore une fois, le déficit est dès cette année, il faut qu'on puisse faire une réforme. Et que la réforme qui est à la fois la plus juste et la plus efficace, tout de suite,
c'est celle qu'on propose. Et je pense que c'est pour ça qu'à un moment, c'est pas se dédire, c'est se dire que maintenant, la seule réforme possible et qui peut entrer en application rapidement, c'est celle-ci, qui a à la fois la question de la durée de cotisation, l'âge légal, et avec, encore une fois, des améliorations pour beaucoup de ceux qui sont les plus vulnérables. On a l'impression que le système aujourd'hui, il est formidable. C'est pas vrai. Le système actuel, il porte en lui encore énormément d'inégalités, notamment pour les femmes, 41% de retraite en moins par rapport à celle des hommes. Donc il faut qu'on corrige ça et qu'on pérennise le principe du système. On va aborder d'autres sujets d'actualité, et notamment avec l'édito de Patrick Cohen. L'INSEE vient donc de publier son bilan démographique pour 2022. Il est saisissant. La France n'a jamais été aussi peuplée, 68 millions d'habitants, et elle n'a jamais fait aussi peu de bébés. 723 000 naissances seulement, le plus petit niveau depuis 1946, quand les décès ont atteint 667 000, soit 5 000 de plus que l'an dernier. Ce qui fait, vous allez le constater sur cette double courbe, que le solde naturel, la différence entre le nombre de naissances et de décès, n'est que de 56 000. C'est là aussi un plus bas historique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On voit également que ce n'est pas un accident ou une exception, que c'est une tendance lourde. La natalité baisse en France depuis 2014. Et si on prolonge les courbes, le solde pourrait devenir négatif en 2035, avec davantage de décès que de naissances. Mais la première surprise, c'est ce nouveau pic de mortalité, presque aussi fort qu'en 2020, l'année de la crise du Covid. Mais oui, mais la crise du Covid n'est pas terminée. Elle s'est poursuivie l'an dernier encore. Avec le variant Omicron, il y a eu 40 000 morts supplémentaires en France, 3 vagues de canicule durant l'été, 11 000 morts, un épisode de grippe. Tout cela au sein d'une population vieillissante fait que l'espérance de vie stagne à un peu plus de 85 ans chez les femmes et 79 ans chez les hommes, et que cette espérance n'a pas retrouvé son niveau d'avant Covid. Et pour les naissances, comment expliquer cette crise des berceaux ? Comme le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants est resté stable, il s'agit bien d'une baisse de la fécondité. La France était à près de 2 enfants par femme il y a 10 ans. Ce taux de fécondité est tombé à 1,8 depuis, ce qui reste le taux le plus élevé de toute l'Europe, mais n'empêche plus le vieillissement du pays. Moins d'enfants, c'est donc une tendance lourde. On y reviendra sûrement avec Hervé Lebras, mais c'est aussi le produit des crises ou des guerres qui nous assaillent, ce que disent spontanément ces quelques Françaises. Effectivement, on le sent avec nos patientes en discutant que quel avenir on va laisser à nos enfants, ça fait peur. On est passé quand même par le Covid, la guerre en Ukraine, le pouvoir d'achat. Le monde fait qu'on n'a plus trop envie et on ne sait pas trop comment l'enfant va vivre. Le Covid, l'Ukraine, la vie chère, les temps de crise n'incitent jamais à faire des enfants. Le déséquilibre démographique qui s'aggrave au moment où on débat du déséquilibre de nos régimes de retraite. Les bébés de 2023 sont les cotisants de 2043. Ça, c'est la phrase choc hier du communiqué de l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales. Une manière de rappeler ce qu'on vient de faire, le principe de solidarité entre générations qui fonde notre système de retraite, et de souligner que les enfants d'aujourd'hui devront cotiser pour ceux qui seront à la retraite dans 20 ans, c'est-à-dire une partie d'entre nous. Or, les dernières données de l'INSEE nous disent 2 choses. Les plus de 65 ans sont presque aussi nombreux que les moins de 20 ans aujourd'hui, 21% contre 23%. Et dans 20 ans, les actifs seront à peine plus nombreux que les inactifs, environ 30 millions de personnes en âge de travailler, un peu plus qu'aujourd'hui, mais pour 26 millions de plus de 65 ans. C'est dire que le ratio cotisant-retraité va vite se rapprocher de 1, un seul cotisant pour chaque retraité. Bonsoir Hervé Lebras. Bonsoir. Démographe, chercheur à l'Institut national d'études démographiques et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Cette baisse de la natalité, est-ce que ce n'est pas le meilleur argument en faveur d'une réforme du système des retraites par répartition ? Comme vous l'avez dit, c'est un argument à long terme, puisque les naissances qui sont moins nombreuses n'arriveront à l'état de cotisant que dans 20 ou 22 ans. Donc là, c'est vraiment, on se projette très loin. Alors maintenant, est-ce que c'est une forte baisse de la natalité ? Je crois qu'il faut tempérer, parce que bien sûr, le nombre de naissances a diminué. Mais il faut rapporter ça au nombre d'hommes et de femmes en âge de faire des enfants, donc à peu près entre 15 et 55 ans. Et là, la baisse est nettement moins rapide. L'indice de fécondité qui tient compte justement de la structure de la population
est à 1,80 comme vous l'avez vu. Il a été beaucoup plus bas. Dans les années... Au début des années 90, il est tombé à 1,66. Avant de remonter à 2. Alors pourquoi était-il si bas aussi? Oui. Parce que c'est un peu la même cause qui est par derrière. Et il était si bas parce que les couples avaient pris un grand retard dans la constitution de leur famille. Pour vous donner un chiffre, en 74, une jeune femme avait son premier enfant à 23 ans et demi. Maintenant, on est à 29 ans. Quand vous avez des enfants plus tard, il en est moins chaque année. Et donc, vous avez l'impression que la fécondité baisse. Mais ensuite, quand vous arrivez au bout, quand les personnes ont atteint 50 ans, vous apercevez qu'elles ont fait à peu près le nombre d'à peu près 2 enfants. Alors, ce qui est en train de se passer, il y a une partie de cela, il y a autre chose, mais il y a une partie... C'est le fait d'entrer tardivement dans la vie active et donc de faire de plus bien en plus sûr, qui a tardivement. poussé des études plus longues, mais il faut voir que au cours des 7 dernières années, l'âge moyen des mères à la naissance a reculé, a plutôt augmenté de à peu près 1 mois et demi. Et donc, c'est au fond, elles font... si elles font autant d'enfants, elles ne les font pas en 12 mois, elles les font en 13 mois et demi. Donc on a l'impression, quand on compte sur 12 mois, qu'on compte sur 12 mois, qu'il y en a moins. Alors ça suffit pas à expliquer. On remonte comme ça, mais on remonte assez proche de 2. C'est pour dire que je trouve ce qui est plus compliqué, c'est pas ce qui s'est produit dans cette année. C'est ce qui va se produire. C'est qu'il y a une tendance quand même, au-delà de ce que j'ai dit, il y a une tendance à la baisse et qui nous rapproche, au fond, un peu tous les pays européens se rapprochent d'une zone qui est à peu près 1,5 enfants par femme. Donc là, il y aura de quoi s'inquiéter. C'est-à-dire qu'on va pas revenir à une natalité plus importante. Je pense pas. C'est peu vraisemblable. Puis il y a des cycles assez longs dans les questions démographiques. Le baby-boom, ça dure presque une trentaine d'années. On arrive en 74, il y a la crise, et là, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est ce dont je viens de parler, c'est l'augmentation c'est un changement, on dit, de calendrier, c'est-à-dire le cycle de la vie change, et donc ça dure à peu près, au fond, pas loin de jusqu'à maintenant. Et là, quelque chose d'autre est peut-être en train de se passer. Ça veut dire qu'il faut s'inquiéter pour le fameux renouvellement des générations? Alors ça, plus compliqué, mais je vais soulever un problème difficile, mais vous avez parlé du solde naturel, c'est-à-dire la différence des naissances et des décès. Mais ce qui compte dans une population, c'est pas le solde naturel, c'est le solde global. Donc il faut tenir compte de l'immigration. Or, si vous avez vu les derniers chiffres, le solde naturel, c'est 50 000 personnes en plus, mais le solde migratoire, c'est 150 000 personnes en plus. Alors c'est pas non plus, il faut bien voir que le solde migratoire, il est composé du solde des Français et du solde des étrangers. C'est les deux à la fois. C'est pas simplement les étrangers, mais c'est quand même important. C'est quand même maintenant l'augmentation de la population française. Les 3/4 sont liés à la migration et c'est ce qui risque de se poursuivre, ce qui est le cas dans des pays comme l'Allemagne très nettement. Est-ce qu'il faut mettre en place une politique nataliste ? On peut en mettre, on va en parler certainement, mais là, il y a un avis non seulement des démographes, mais des économistes. Les politiques natalistes n'ont pas un grand effet. Certains de vos collègues situent la baisse de la natalité en France en 2014 aux réformes Hollande, enfin du quinquennat Hollande, qui est sur les allocations familiales, Le fait que les allocations familiales n'étaient pas attribuées à tous. La fin de l'universalité des allocations familiales. Oui, non, il y a peu. Non, par exemple, si c'était vrai, à ce moment-là, c'est les personnes les plus aisées qui auraient eu une fécondité qui aurait plus diminué, ce qui n'est pas le cas. Et quand on fait vraiment un historique long, l'articulation entre les mesures familiales et puis la fécondité, on trouve très peu de correspondance. Prenez par exemple la grosse affaire qui a été le baby-boom, avec les allocations familiales importantes qui arrivent en 1946. Eh bien, ce baby-boom a été aussi important, et parfois même plus, dans des pays qui n'avaient pris, par exemple la Suisse ou la Nouvelle-Zélande, aucun système d'allocation familiale. Il y avait quelque chose de plus profond qui s'est produit à ce moment-là. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qui s'est passé en France, c'est pas du tout que les familles nombreuses sont devenues plus nombreuses. Elles ont continué à décliner, mais il y a eu nettement moins de familles, de couples sans enfants et de couples avec un enfant unique. Donc, disons, la raison pour laquelle on fait des enfants est, je crois, quand même plus importante qu'une simple question monétaire. Ça joue à la marge. Dans les études économétriques, on montre, je peux vous le dire, les études qui ont
utiliser le plus de références à des politiques familiales en France et à l'étranger, disent qu'il y a sans doute de l'ordre de 0,1 enfant de plus. Il y a un autre pays qui a mis en place des politiques familiales, c'est la Chine, pays qui est encore le pays le plus peuplé au monde. Oui. Et ils ont fait la politique d'enfant unique, puis après ils ont incité à avoir 2 enfants, absolument. Et puis depuis 2021, en avoir 3 avec des subventions, des allocations, des systèmes de garde. Et malgré ça, quand on écoute les jeunes chinois aujourd'hui, ils sont plus du tout prêts à devenir parents. Écoutez-les. 具体实施起来也并不太容易，就是也都，你像我是80后的话，可能不是很想考虑生孩子这些事儿。如果自己能自给自足的话，可能连对象都不想找。大部分人我觉得现在也都是差不多这种想法吧。养娃压力这么大，谁敢生？失业率居高不下，疫情摧毁了一切，没有办法养，明年还会负增长。 Alors, est-ce que c'est vraiment dû à la situation économique? Est-ce que ce sont des restes inconscients de la politique de l'enfant unique, justement, qui a eu lieu entre 1979 et 2015? Alors, la Chine, il s'est produit une chose assez surprenante, effectivement, alors que la politique de l'enfant unique était arrêtée il y a 5 ans. La Chine était encore à 1,6 enfants par femme, et hop, ça s'est mis à dégringoler, ce qui est paradoxal. Et on est tombé actuellement, le dernier chiffre, c'est 1,11 enfants. Et encore, on compte par femme, mais on devrait, si on compte par homme, c'est encore moins, parce que comme vous le savez, il y a 10% de plus d'hommes que de femmes. Donc c'est vraiment très bas. Est-ce que c'est la Chine? On passe à Taïwan. Alors la Chine est à 1,15 maintenant. Taïwan est à 1,11. Pourtant, c'est pas du tout le même régime. Le record du monde vers le bas, c'est la Corée du Sud. 0,81 enfants par femme. Les pays asiatiques. Oui, 0,85 à Hong Kong, qui avait aussi un régime différent. C'est très faible aussi à Singapour. Donc, il y a quelque chose assez curieux, assez peu compréhensible, qui se passe au fond, dans les pays qui sont de civilisation, font proche de toutes les civilisations d'Extrême-Orient. En Thaïlande aussi, la baisse est très rapide. Donc, c'est au-delà du chômage, au-delà des méfaits ou des bienfaits de la politique de l'enfant unique. Il y a quelque chose qui est dans le système même de la famille, dans le système général, au fond, entre générations, qui est en train de se passer en Extrême-Orient, qui est pour l'instant pas très bien compris, mais qui est massif, parce que on n'est plus du tout on est passé de 2 à 1,8. Là, on est vraiment en train de passer au-dessous. Et l'avis de beaucoup de démographes internationalement, c'est qu'on tombe dans ce qui s'appelle, ce que les Américains appellent fertility trap, le piège. C'est-à-dire qu'il est peu vraisemblable qu'on remonte ensuite. Merci beaucoup Hervé Lebras, démographe à l'INED. Oh là là. Et je mentionne votre dernier ouvrage qui n'a rien à voir, quoique on a un peu parlé de l'immigration tout à l'heure, Le grand enfumage, populisme et immigration dans 7 pays européens. C'est aux éditions de l'Aube. C'est paru le 6 janvier dernier. Oui. Voilà. Tout à fait, oui, c'est un livre, si je dis un mot, c'est un livre dans lequel j'ai regardé à un niveau fin, parfois jusqu'au niveau des communes. Est-ce qu'il y avait un rapport entre les votes populistes d'extrême droite dans 7 pays d'Europe et la proportion d'immigrés? Et la réponse, c'est il n'y a aucun rapport, et même souvent un rapport négatif, inversé. Par exemple, dans le cas de l'Allemagne, c'est extrêmement net, mais aussi localement en France, c'est dans les régions, même dans les communes où il y a le moins d'immigrés, qu'on a les plus forts votes pour le Rassemblement national. Donc ça veut dire qu'il y a un décalage entre une certaine argumentation et une certaine analyse, et une réalité, là aussi, qu'il faut chercher à comprendre. La preuve par les chiffres. Merci beaucoup Hervé Lebras, vous restez avec nous. On continue à évoquer l'actualité avec la story de Mohamed Bouafsi. Aujourd'hui, Mohamed, vous nous racontez l'histoire de l'empoisonnement d'un ancien agent du FSB, raconté de manière extrêmement réaliste dans une série Meurtre au polonium. Oui, ce visage vous dit peut-être quelque chose. Il s'agit d'Alexander Litvinenko, un ancien lieutenant-colonel du FSB, les services secrets russes, réfugié au Royaume-Uni en 2000. Il était devenu lanceur d'alerte face aux déviances du régime de Vladimir Poutine. Le 1er novembre 2006, à 16h30, il se rend à l'hôtel Millennium à Londres, où 2 anciens amis du KGB l'attendent. Sur ces images de vidéosurveillance, on voit Andrei Lugovoy et Dimitri Koitum arrivés les premiers. Ils commandent une théière de thé,
Puis quand Alexandre Litvinenko les rejoint, lui offre une tasse. 2 heures plus tard, Litvinenko se tord de douleur et tombe gravement malade. Il a été contaminé au polonium-210, une matière hautement radioactive. Avec Audrey Payas, nous avons rencontré sa veuve. When investigation started, he was already in the last stage of his life. He was so weak. He was so, I don't know, every day changing. I could come to hospital to see him. It was every time different person, older 10 years than I saw him before. But even in this condition, he tried to do everything what he could. And he gave evidence to police. Sasha investigated his own murder. 2 jours après son empoisonnement, Alexander Litvinenko est admis au Royal Hospital. En quelques heures, il perd ses cheveux. L'état de ses reins et sa moelle osseuse se dégradent. Les plus grands enquêteurs de Scotland Yard se pressent alors à son chevet. La série Meurtre au polonium reconstitue mot pour mot leur échange. Je veux vous signaler un meurtre. Quel meurtre? Le mien. Aujourd'hui, oui, je suis en vie, je tiens debout, mais demain... Non, demain, je serai fatigué. Dans 2 jours, pire encore, très faible. Dans 3 jours, ou peut-être 4, c'est fini. Pendant 23 jours, Alexander Litvinenko va agoniser à l'hôpital. Quelques jours avant sa mort, il prend une décision, publier cette photo de lui qui va faire le tour du monde. Une initiative qu'il va prendre contre la recommandation de ses avocats et l'avis de sa femme. I've been disagree about this picture. He was already very weak, bald, without hair. Not like him, because he was a very handsome, very good-looking man. And I said, no, I don't want this picture. But Sasha said, we have to. People need to see what this might happen to people who fight against this regime, who is enemy of Putin. And I realized how he was right, because this picture became so important and shocking after it was published. Le 23 novembre 2006, il meurt à Londres, moins d'1 an plus tard. Andrei Lugovoy, l'un des 2 hommes à lui avoir offert la tasse de thé empoisonnée, fait son entrée au Parlement russe. Était-ce une récompense? On ne peut pas le prouver, mais l'enquête du Royaume-Uni conclura bien en 2016 à une opération spéciale autorisée par le directeur du FSB, et la Cour européenne des droits de l'homme reconnaîtra en 2021 la responsabilité de la Russie dans l'assassinat de Litvinenko. Selon sa veuve, un seul homme a pu ordonner cette opération. We have a very special marker, radioactive polonium, very high and dangerous substance. This might be taken only from nuclear reactor. And this permission might give only first person in a state. And I believe Vladimir Putin gave this permission. And he allowed to kill my husband. Meurtre au polonium, l'affaire Litvinenko, c'est demain à 21h sur M6. Merci Mohamed, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous. Salut Mathieu. Greta Thunberg, arrêtée hier soir en marge d'une manifestation en Allemagne. Oui, alors vous allez voir les images ici et peut-être être surpris de voir Greta Thunberg tout sourire après avoir échangé, il faut le dire, sympathiquement avec les policiers. L'image est dans la boîte, on voit la militante écologiste star embarquée par les forces de l'ordre. Voilà plusieurs années que des Allemands protestent contre un projet d'agrandissement d'une mine à ciel ouvert, la mine de charbon de Garzweiler, un projet qui prévoit la destruction du village voisin de Lützerath. Et depuis ce week-end, la mobilisation s'est renforcée, faisant du lieu un symbole d'opposition au charbon, très fortement émetteur de gaz à effet de serre. Germany, as one of the biggest polluters in the world, has an enormous responsibility. They need to be held accountable, and that is why we are here. We know that we don't need the coal under Lützerath for energy safety, and it needs to stay in the ground for climate justice. Actually, we're just going to burn the same amount or even more coal in shorter time, which is even worse for the climate. How can we still be continuing down this path that we know leads us nowhere? How is that possible? Encore une fois, l'arrestation, l'interpellation de Greta Thunberg est plus symbolique
que musclé. On l'a vu tout sourire, je le disais, dans une ambiance de manifestation, de ZAD sur place presque, où d'autres images ont prêté à sourire. Ces policiers notamment pris dans la gadoue, on peut le dire. Ils ont fait le tour du net. Voilà, c'est l'essentiel des images ou ça a duré plus longtemps la séquence? Oui, c'est Interville. Hein. J'en avais 3-4 minutes comme ça. On a gardé 3-4 minutes quelques secondes. de gadou. Et puisqu'on parle d'écologie... C'est assez répétitif après. C'est la même chose qu'on Oui, voit. mais c'est assez irrésistible. On parle d'écologie. Emmanuel Macron est revenu sur ses vœux du 31 décembre. Oui, dans un exercice qu'il affectionne. Seul sur YouTube, il répondait hier à des questions de Français sur l'écologie, thématique sur laquelle il voulait revenir, au moins pour corriger une phrase de ses vœux. Rappelez-vous-en. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée, ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? Qui aurait pu prédire la crise climatique? Cette phrase cette interrogation avait outré les militants, choqué nombre de spécialistes. La crise climatique prévue, annoncée, redoutée depuis des décennies. Hier soir, Emmanuel Macron a voulu corriger le tir. Une partie de ces vœux, j'ai été mal compris. On a voulu me faire dire que, au fond, j'aurais jamais lu aucun rapport du GIEC, de l'IPES, de tous les experts, et que je découvrais en l'année 2022 les dérèglements climatiques. Alors, j'ai beaucoup d'humilité, mais ça fait des années qu'on agit. Je réponds à vos questions sur ce sujet, donc c'est pas non plus très crédible comme attaque. J'ai le sentiment qu'il y a eu quand même beaucoup de mauvaise foi derrière ce qui s'est passé ces derniers jours. Qu'est-ce que j'ai simplement voulu dire? C'est qu'au fond, ça a été encore plus vite que prévu. Donc c'était plutôt un message d'alerte écologique. Là, on a voulu me caricaturer en un message de déni. Je ne crois pas que ce soit vrai, il suffit de regarder ce qu'on a fait ces dernières années, ce qu'on va continuer de faire. On a vu plus franc comme mea culpa que d'accuser les spécialistes de mauvaise foi pour ce propos. Non, mais je crois surtout qu'en vérité, ça rejoint d'ailleurs le premier diapo que vous avez mis, le choix de l'Allemagne de renoncer au nucléaire. C'est quand même ça qui les a conduits à cette situation, à devoir détruire un village pour avoir une centrale à charbon qui progresse. Et je pense que la crise climatique, on en prend la mesure aussi quand elle nous touche directement et extraordinairement violemment. Et c'est ce qui s'est passé cet été. C'est-à-dire quand vous avez presque un département entier qui est ravagé par des incendies, tout d'un coup, ça devient réel. Ça impacte directement votre vie et c'est pas uniquement des rapports. Aussi simplement que ça, quoi. Alors, il l'a redit. En tout cas, maintenant, peut-être que ça aurait pu être plus clair que d'accuser de mauvaise foi. Mais bon, on l'avait tous entendu, les deux versions. En tout cas, désormais, c'est rentré dans l'ordre. On peut le dire un peu plus tard dans la vidéo. Regardez, il en a presque fait une blague. En combien d'années vous serez biodégradé? Alors, qui aurait pu prédire une question aussi bienveillante? Je pense qu'on va réentendre à l'avenir des qui auraient pu prédire, enfin voilà. Oui, voilà, exactement, ça risque de rester. En Ukraine, un ministre mort dans un crash d'hélicoptère. Oui, on l'a appris ce matin, un crash à Brovary. On est en banlieue est de la capitale, vraiment à la sortie de Kiev. Le crash est survenu près d'une école maternelle. Des enfants et des enseignants s'y trouvaient. Le bilan est lourd, aucun survivant parmi les passagers. 14 morts au total, dont un enfant qui était au sol, 25 blessés, des enfants parmi eux aussi. L'hélicoptère se dirigeait vers des zones de combat. Il transportait notamment Denis Monastirski, c'était le ministre de l'Intérieur ukrainien. Il avait 42 ans, plusieurs membres de son cabinet étaient avec lui. Pour l'heure, aucune explication n'a été apportée. Écoutez ce député ukrainien qui s'est rendu sur zone immédiatement. Je pense que les versions de l'attaque terroriste de la Russie contre cet hélicoptère est aussi très, très possible, malheureusement. Mais je ne peux vous dire pour 100%. Pour le moment, nous devons faire l'investigation, mais c'est une tragédie, grande tragédie pour notre pays. Il faut le redire, ce soir, aucune précision, aucune information n'a été communiquée sur la cause du crash qui endeuille encore un peu plus l'Ukraine quelques jours après la frappe sur Dnipro. On en a beaucoup parlé en début de semaine. Ce qui a particulièrement choqué, c'est que ce n'était pas une cible militaire du tout, mais un immeuble où vivaient près de 200 civils. Après les recherches, le bilan final est de 44 morts et 20 disparus. 72 appartements ont été détruits, parmi lesquels celui que vous voyez à l'écran. Vous en voyez une partie, en réalité, la cuisine
Et des internautes ont retrouvé ces images glaçantes, des images qui ont quelques semaines. La même cuisine, habitée, la mère de famille et des enfants en train de fêter un anniversaire. Alors la mère de famille et les enfants étaient en ville au moment de l'explosion. Le père, lui, est décédé dans la frappe. Cette frappe a indigné dans le monde entier jusqu'à Moscou. Oui, alors ce que vous allez voir, c'est un mémorial improvisé. On est au cœur de la capitale russe, devant la statue d'une poétesse ukrainienne. Des habitants sont venus ces derniers jours déposer des fleurs, des jouets, une photo de l'immeuble éventré de Dnipro, des ruines, des habitants dont on ne sait rien, des anonymes. Pendant quelques heures, 2 jours tout au plus, jusqu'à ce matin, un quart de la police y stationne désormais en permanence. En Russie toujours, Vladimir Poutine aujourd'hui a pris la parole. À nouveau, il affirme n'avoir aucun doute, je le cite, sur la victoire de son armée. Mais plus détonnante encore ce soir, la déclaration du ministre russe des Affaires étrangères. Je vous propose d'écouter les comparaisons hasardeuses de Sergei Lavrov. Мобилизовал, захватил и поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза. Сейчас тоже Соединенные Штаты сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО, да и не только входящих в НАТО, из членов Евросоюза тоже, и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же самой задачей. Задачей окончательного решения русского вопроса. Так же, как Гитлер хотел окончательно решить еврейский вопрос. Quand on parle de comparaisons très hasardeuses. Retour en France, où Anne Hidalgo veut faire voter les Parisiens sur la question de la trottinette. Oui, vaste débat à Paris, bien sûr, mais débat qui concerne toutes les grandes villes, pas qu'en France. Le 2 avril prochain, les Parisiens seront appelés aux urnes. Les citoyens devront trancher cette question des trottinettes électriques en libre service, nuisances sur les trottoirs, sécurité routière, coût environnemental. Même à Paris, la majorité ne veut plus de ces trottinettes. Ça fait 2 ans, depuis 2020, que nous avons mis en place une régulation. Il y en a déjà moins à Paris qu'avant. C'est 15 000 trottinettes, 3 opérateurs. Donc on a déjà un cadre de régulation. Et là, on arrive au bout. Ça fait 2 ans et demi parce qu'il y a eu le Covid. Et on voit qu'il y en a encore beaucoup de problèmes. Des problèmes de sécurité, des problèmes d'encombrement, des problèmes aussi sur la durabilité de ces engins, leur caractère écologique qui est discutable. Et là, aujourd'hui, eh bien, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de tensions, beaucoup de difficultés aussi, et notamment, encore une fois, pour les plus vulnérables dans l'espace public. Moi, je crois, et j'ai la conviction qu'il faut apaiser, réguler, et que les trottinettes en libre service aujourd'hui, et je ne parle pas des trottinettes des particuliers, bien sûr, mais les trottinettes en libre service n'ont plus leur place dans une ville comme Paris. Mais même la maire de Paris reconnaît que c'est un sujet extrêmement clivant à Paris. Louis Amar et Valentin Thibier ont pu le constater au cœur de la capitale. Je prends pas trop les transports en commun et j'utilise plus ma voiture, donc trottinette, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'on trouve les trottinettes partout, n'importe comment. D'autre part, ils ne respectent ni les feux, ni les piétons, ni rien. En 2 minutes, on peut être à la maison. Quand, par exemple, il y a les bouchons, etc. Franchement, la trottinette, elle remplace les voitures. Donc vraiment, c'est important, quoi. C'est pratique. Maintenant, je fais attention quand je traverse, parce qu'une ou 2 fois, j'ai failli être pas renversée, mais un coup de coude ou un coup de pied, ou, vous voyez. Pour Paris intramuros, en vrai, c'est une vitesse hyper adaptée et ça permet d'aller un peu partout en moins de 30 minutes, mais vraiment, quoi, pas comme le métro où c'est un peu mytho, quoi. Je suis contre, de toute façon. Je suis contre. Alors nous avons également contacté les exploitants, ceux qui mettent à disposition des Parisiens ces trottinettes électriques. Voilà ce qu'on nous a répondu chez l'opérateur Lime. Nous saluons la décision de consulter les Parisiens. Nous sommes convaincus que les Parisiens ont pris conscience du rôle des micromobilités décarbonées. C'est ce qu'ils nous ont écrit, l'entreprise qui évoque le sursis dans lequel sont placés 800 employés qui revendiquent 2 millions d'usagers uniques. Il y en a peut-être parmi vous de ces usagers uniques ou autour de vous. Je suis sûr que vous en connaissez. Et je remercie au passage les productions ABC, Bertrand Chameroy, évidemment. Un avis sur cette consultation? Elle n'est pas louée. Ce n'est pas une consultation et qui n'est pas un référendum, contrairement à ce qui se dit partout, parce qu'une consultation ou un référendum, ça obéit à des règles très précises et les pouvoirs publics sont tenus de respecter le... Alors que là, non, pas du tout. Ça n'est ni une consultation, ni même un référendum.
C'est-à-dire que ça n'aura pas de valeur, c'est quoi alors? Ça n'a pas de valeur, sauf que Anne Hidalgo et son équipe disent on respectera la décision, ce qui sortira des urnes. Mais sauf que il y a des cadres légaux normalement qui obéissent à ces consultations. J'ai cru comprendre que c'était surtout une consultation en fonction du résultat, elle le respectera ou non en fait. Oui, pas tout à fait le principe d'un référendum. Ça vise à trancher un désaccord au sein de l'équipe municipale, puisque Anne Hidalgo est pour qu'on garde les trottinettes et David Béliard qu'on a entendu est contre. Ok, près de 83 ans après, on va enfin pouvoir entendre l'appel du 18 juin. C'est un mythe fondateur de la République française. Le 18 juin 1940, au micro de la BBC à Londres, le général de Gaulle lance son appel à poursuivre le combat. La suite, évidemment, vous la connaissez. Aujourd'hui, tout le monde connaît ce discours. Le discours, ou au moins ces affiches, qui étaient en réalité un résumé de plusieurs discours prononcés par le général. Mais certains jureraient l'avoir entendu. Sauf qu'il n'a pas été enregistré, il n'a pas été filmé, ce discours. C'est là que le journal Le Monde et l'IRCAM entrent en jeu. L'IRCAM, le Centre français de recherche scientifique sur le son. Grâce à une nouvelle technologie d'intelligence artificielle, ils ont tenté de recréer la bande-son du discours. Alors, d'abord, il a fallu solliciter un comédien. Vous allez reconnaître François Morel. Donc, en fait, j'écoute et j'essaie de reproduire aussitôt. Voilà. Sans imiter, c'est en fait coller au rythme. Et si De Gaulle parle un peu bas ou s'envole, respectez ça. Hop. Je vous le relance. Ouais. Moi, général De Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français à se mettre en rapport avec moi. Écoutez l'explication ensuite. L'intelligence artificielle va synthétiser une voix du général de Gaulle. Côté, elle analyse comment le général de Gaulle prononce les mots. Elle fait pareil pour l'acteur François Morel et compare tout ça à des centaines d'autres voix déjà analysées. Objectif, définir ce qui est spécifique à chacune de ces deux voix-là, leur identité. Dernière étape, la machine vient habiller la voix de l'acteur avec l'identité vocale de Charles de Gaulle. Et la magie de la technologie fait que vous pouvez enfin entendre le discours, l'appel du 18 juin 40. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Le dernier mot ce soir, c'est Charles de Gaulle qui l'a eu. Merci beaucoup Mathieu. Merci Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, députée des Yvelines. Merci Hervé Lebras. Je rappelle le grand enfimage, populisme et immigration dans 7 pays européens. C'est aux éditions de l'Aube. Dans un instant, nos invités de dîner, Pierre Lemaitre, Eddie Mitchell, les actualités de Bertrand, Le Vu et l'œil de Pierre. A tout de suite. Et là...